Bonjour à tous. Je me suis rendu compte au fil et à mesure des séances que mes PDF étaient de moins en moins téléchargés, d'où j'en ai déduit que vous commenciez à vous lasser de lire ma prose. Pour essayer de relancer un peu la machine, je vous propose donc de passer sur un autre support, à savoir la vidéo, ce qui nous permettra de nous rapprocher un peu plus du format habituel du cours, tel qu'on les pratiquait avant d'être confinés. Vous me direz sur Eprel ou par mail si vous trouvez ça mieux ou moins bien. Et on s'adaptera pour les séances qui suivent. La séance que je vous propose est la dernière de la séquence sur le réalisme, une notion qu'on avait jusque-là abordée à travers l'idée du quatrième mur emprunté à Diderot. Aujourd'hui, je voudrais en avoir une approche un peu plus classique, en revenant sur deux notions indispensables dans les études littéraires, le vrai et le vraisemblable. On procédera en 3 temps. D'abord, je commencerai par vous faire des rappels sur ces notions littéraires, le vrai, le vraisemblable, et puis on en verra d'autres. Ensuite, on se demandera comment Alain-René Lesage s'en empare dans Le Diable boiteux. Et puis je terminerai en revenant sur le cas de Mercier et en faisant un petit rapport avec l'actualité. Sans plus attendre, je commence par quelques petites définitions que vous avez sans doute déjà vues, mais il n'est jamais inutile de les répéter. La première chose à avoir en tête, c'est la différence qui existe entre le vrai et le vraisemblable. Bon, le vrai, c'est quelque chose de très simple, ça correspond à l'idée qu'on en a spontanément, c'est ce qui a réellement eu lieu. Le vraisemblable, attention, vraisemblable s'écrit avec un seul S, attention à l'orthographe. Donc le vraisemblable, c'est ce que l'on est prêt à croire lorsque on nous le raconte. Ça correspond donc à une certaine probabilité. Ces deux mots ont des mots contraires, des antonymes. Pour vrai, on pourrait imaginer spontanément que le mot contraire est faux ou mensonge. Néanmoins, dans les études littéraires, on va plutôt privilégier un autre antonyme qui est celui de fiction. Et de manière assez spontanée, le contraire de vraisemblable, c'est invraisemblable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'esthétique classique, celle qui va du XVIIe au XVIIIe siècle, chacun de ces trois termes correspond à un genre d'écriture. Le vrai correspond à l'histoire. En effet, dans l'histoire, on raconte bien ce qui a réellement eu lieu. On parle de guerres réelles, d'événements historiques, de personnages ayant vraiment existé. Donc l'histoire traite du vrai. Au contraire, la poésie, qu'en fait on peut étendre plus largement à la littérature, mais bon, pour l'instant tenons-en à la poésie. La poésie, elle, est plutôt de l'ordre du vraisemblable. Elle raconte ce que l'on est prêt à croire, notamment parce qu'elle corrige les événements pour en faire des sortes de moyennes où tout se passe comme ça devrait se passer si les choses se passaient normalement. Donc la poésie est plus proche du vraisemblable que du vrai. Et enfin, on peut ajouter un dernier genre d'écriture, qui est le roman. Et le roman, au XVIIe et au XVIIIe siècle, on peut le rattacher à la fiction et à l'invraisemblance, puisque ce sont en général des histoires avec des aventures improbables, des pères retrouvés, des rencontres inattendues, etc. Cette manière d'associer des genres d'écriture avec des rapports à la vérité, on l'hérite de la poétique d'Aristote, qui parle notamment de l'histoire et de la poésie, et puis on peut rajouter le cas du roman au fur et à mesure de l'histoire. L'esthétique classique est une esthétique du vraisemblable. Dans sa poétique, Aristote oppose la poésie à l'histoire et explique que la poésie est supérieure à l'histoire. Pourquoi ? Parce que le problème de l'histoire, c'est qu'elle est pleine d'événements improbables, de hasards, de coïncidences. Finalement, l'histoire ne permet pas de connaître le monde parce qu'elle est juste une somme de cas particuliers, d'événements singuliers. Ce n'est pas en connaissant
la fin d'une guerre ou les aventures d'un roi que l'on va apprendre à connaître les hommes. En revanche, la poésie, elle représente le vraisemblable. Elle correspond au fond, si vous voulez, à une sorte de moyenne entre tous les événements qui les rendent beaucoup plus probables. Elle va corriger les hasards, elle va enlever les choses imprévues. Dans la poésie, tout se passe comme ça devrait se passer si tout allait bien. C'est pourquoi les histoires qu'elle raconte, finalement, apportent beaucoup plus de sagesse que celles de l'histoire. En lisant de la poésie, on peut se familiariser avec l'homme, avec les lois de la nature. Le fait que la poésie fasse une sorte de moyenne entre les événements les rend lisibles et les rapproche de la vérité. Cette vision des choses, c'est celle que partage Nicolas Boileau dans son art poétique, où il explique que l'écrivain doit s'en tenir au vraisemblable, quitte à exclure le vrai de l'écriture. Regardez par exemple ces vers. Jamais au spectateur n'offrait rien d'incroyable. Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. Une merveille absurde est pour moi sans appât, l'esprit n'est point ému de ce qu'il ne croit pas. Donc Boileau privilégie le vraisemblable sur le vrai. Ce qu'il veut, c'est qu'on raconte une histoire telle qu'elle devrait se passer, et sans y inclure de hasard ou de merveilleux. J'en viens alors au réalisme, qui au fond est le sujet qui nous intéresse. Si je reprends le schéma du début, on va pouvoir dire que l'invention du réalisme correspond à un déplacement du roman. D'invraisemblable, le roman va d'abord prétendre être vraisemblable, au XVIIIe siècle, puis il va carrément revendiquer le droit de dire le vrai, comme au XIXe siècle. Des gens comme Balzac ou Zola essayent de faire vrai, comme le dit le critique Dominique Massonneau. Les réalistes prétendent décrire directement la réalité sans en passer par le vraisemblable. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est dominé par cette esthétique réaliste. L'art est lié au vrai, comme en témoigne par exemple le succès de la littérature documentaire, ou bien des accroches comme celle qui ouvre chaque épisode de la série Fargo. Aujourd'hui, on attend du vrai, de l'art qu'il parle du vrai, et non plus qu'il passe par une forme de vraisemblance, c'est-à-dire de moyenne entre les événements probables. Une des étapes importantes de cette évolution qui conduit au réalisme, c'est un questionnement sur la notion de vraisemblable. Le vraisemblable, je vous ai dit, c'est tout ce qu'on est prêt à croire. Mais la question c'est en vertu de quoi est-ce qu'on est prêt à croire ces choses? Sur quoi on se fonde pour dire qu'une chose est vraisemblable ou pas? On peut se fonder sur un simple calcul de probabilité. En gros, on se demande si la chose est possible ou impossible, si elle est probable ou improbable. Dans ce cas, la détermination du vraisemblable serait purement rationnelle. Ça serait juste un calcul comparé à ce qu'on connaît de la réalité. Mais est-ce que ça marche toujours comme ça? On peut en douter. Par exemple, je vais vous donner un exemple tiré de la vie quotidienne, assez éloigné de la littérature, mais qui permet de bien faire comprendre la limite de cette définition. Regardez par exemple quand vous allez voir au cinéma un blockbuster, un film de pur divertissement comme de la science-fiction ou de l'heroic fantasy. Même si on y va avec toute la bonne foi du monde, il y a souvent des moments où on se dit « bon là, quand même, ils exagèrent un petit peu ». Par exemple, je pense à un film spatial où on voit un vaisseau comme ça qui arrive sur une planète, qui s'écrase sur le sol, et tous les héros en sortent indemnes. On se dit, bon, d'accord, je viens pas là pour critiquer, mais tout ça, c'est quand même pas très très vraisemblable. Ou bien un autre exemple, dans Bilbo le Hobbit, à un moment, un personnage est sur un pont, et les pierres du pont commencent à s'effondrer, et au fur et à mesure qu'elles tombent, le personnage qui tombe avec elle les remonte comme un escalier, ce qui est en fait rigoureusement impossible physiquement. Et vous avez sûrement d'autres exemples de scènes comparables dans d'autres films. Il y a toujours un moment dans ces films où on a une sorte de petit affleurement de l'esprit critique et où on se dit, bon, ils exagèrent un petit peu.
Ce qui m'intéresse dans cet exemple, c'est qu'on est très à cheval sur, au fond, les lois physiques. Est-ce qu'un personnage pouvait vraiment se sortir vivant de cette situation? Est-ce que les règles de la gravité ne sont pas trompées, par exemple dans le cas de la tour? Mais en revanche, personne ne sortira de ce genre de film en disant « Ah ben quand même, ils exagèrent, ils ont mis des dragons, des elfes et des extraterrestres dans leur film. » Pourtant, au fond, un dragon est tout aussi invraisemblable que le fait qu'un personnage ne tombe pas en respectant les lois physiques. Vous voyez là qu'en fait, il y a des choses qu'on est prêt à accepter par convention, comme de la fiction, et qu'on ne remet pas en cause. Personne ne va dire « mais en fait un dragon c'est impossible physiquement, il ne faudrait pas les mettre dans le film ». Tandis qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on va porter la question du vraisemblable. On va se demander si ça c'est vraiment possible, est-ce que c'est possible que des gens s'écrasent sur une planète et en sortent vivants. Donc, vous voyez que derrière le vraisemblable, finalement, c'est pas une question qui est complètement rationnelle. Il y a des choses qui sont déterminées culturellement et d'autres qu'on est prêt à remettre en cause. Donc en fait, le vraisemblable serait avant tout fondé sur des conventions mises dans la culture. C'est pour ça que un critique qui s'appelle Claude Duché explique qu'en fait le vraisemblable, c'est lié à tous les stéréotypes et à toutes les représentations collectives qui sont liées dans une culture. Pour Claude Duché, une histoire vraisemblable, c'est une histoire dans laquelle le narrateur ne devrait jamais raconter que ce que c'est le monde, et d'une histoire que ce qu'on en dit. Dans cette perspective, il faut compléter mon schéma initial, qui était fondé sur 4 termes, le vrai, le vraisemblable, la fiction, l'invraisemblable. Je voudrais y rajouter 2 termes, qui sont la doxa et le paradoxe. La doxa, c'est l'ensemble des idées reçues dans une société, l'ensemble des représentations collectives. Par exemple, dans les représentations collectives de notre société, les dragons sont quelque chose d'admis. On a tous une image de dragon en tête, et donc ça fait partie de l'imaginaire collectif, même si c'est quelque chose d'invraisemblable. A l'inverse, tout ce qui ne fait pas partie de l'imaginaire collectif, ce sont des paradoxes, c'est tout ce qui va contre les attentes des gens, tout ce qui semble aller contre les idées reçues. Ce qu'il faut bien comprendre alors, c'est que le réalisme correspond à une sorte de crise du vraisemblable. Je vous ai dit, le réalisme, c'est le courant esthétique qui fait passer de l'invraisemblable, les romans qui racontent des histoires extraordinaires, au vraisemblable, des histoires qui racontent des romans qui racontent des histoires possibles, jusqu'au vrai. Par exemple, chez Balzac ou Zola, où le roman va essayer de raconter des choses vraies. Et cette dernière étape, qui fait passer du vraisemblable au vrai, elle passe par une forme de remise en cause du vraisemblable classique. Pour Aristote et Boileau, le vraisemblable apporte une véritable connaissance. Le vraisemblable est quelque chose de purement rationnel, c'est une sorte de calcul de probabilité sur les événements tels qu'ils doivent se passer en moyenne, de manière générale. Or, ce qu'il se passe entre le XVIIIe et le XIXe siècle, c'est que peu à peu, on comprend que le vraisemblable, en fait, correspond non pas à quelque chose de rationnel, mais à des clichés ou à des stéréotypes. Tout ce qui est vraisemblable, c'est ce qui correspond aux images qu'on a en tête, à l'imaginaire collectif. Un dragon est vraisemblable alors qu'en fait, rationnellement, il n'a aucune raison d'être probable, mais on l'accepte comme une convention parce qu'on a en tête énormément d'images de dragons. Donc en fait, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, on comprend que la notion de vraisemblable est insuffisante, qu'elle est liée en fait à des clichés, et donc c'est une notion qu'il va falloir dépasser dans la littérature. Le cas de Le Sage et du Diable boiteux est assez exemplaire à cet égard. Dans Le Diable boiteux, en effet, le sage s'amuse à mettre en scène un jeu conscient avec les clichés et les idées reçues. Il y a énormément d'exemples dans le roman. Exemple par exemple du Portrait de la mort, page 154.
une troupe de nombreux oiseaux de mauvais augure vole devant elle avec la terreur et annonce son passage par des cris funèbres. Son infatigable main est armée de la faux terrible sous laquelle tombent successivement toutes les générations. Quoique Don Cléophas fût persuadé qu'il n'y avait aucune réalité dans ce qu'il voyait, et que c'était seulement pour lui faire plaisir que le diable lui montrait la mort sous cette forme, il ne pouvait la considérer sans frayeur. Ici, le portrait de la mort est un véritable cliché. Asmodée représente non pas la mort, mais ce qu'on dit de la mort. Il la représente telle que Don Cléophas s'attend à la voir. C'est dit explicitement dans le texte. Donc ce portrait de la mort, en fait, correspond à la doxa qui circule sur le personnage, à tout ce que l'on dit de ce personnage-là. Autre exemple, c'est tout le jeu avec les clichés sur l'Espagne dans le roman. Page 74. Que l'auteur de ce ridicule ouvrage, c'est donc Cléophas qui parle, que l'auteur de ce ridicule ouvrage fasse les plus beaux raisonnements du monde, je m'en moque, je suis espagnol, rien ne me semble si doux que la vengeance. Là encore, le sage représente non pas un espagnol réel, mais ce que l'on dit des Espagnols. Il représente la doxa sur l'Espagne. Des personnages avides de vengeance, etc. Donc il y a un jeu conscient avec les clichés et les stéréotypes. Et ce jeu conscient, parfois, il s'inverse. Par exemple, dans le portrait d'Asmodée, le diable se présente comme ça. Je suis le démon de la luxure, ou, pour parler plus honorablement, le dieu Cupidon. Car les poètes m'ont donné ce joli nom, et ces messieurs me peignent fort avantageusement. Ils disent que j'ai des ailes dorées, un bandeau sur les yeux, un arc à la main, un carquois plein de flèches sur les épaules, et avec cela, une beauté ravissante. Vous allez voir tout à l'heure ce qu'il en est. Donc le sage montre que dans les représentations collectives, le dieu de l'amour, Cupidon, est une sorte de mignon bébé doré avec des ailes et un carquois. Or, le sage va ensuite montrer qu'en fait le dieu de l'amour est un diable et qu'il est boiteux, poilu, laid, etc. Donc le sage s'amuse à renverser la doxa. Et à travers cette critique des clichés et des idées reçues, il y a aussi une critique du vraisemblable qui se profile. Le sage montre que ce qu'on s'attend à voir dans les textes, en fait, sont fondamentalement des stéréotypes. La même critique se poursuit dans les nouvelles espagnoles, c'est-à-dire toutes ces histoires insérées dans le diable boiteux. Bon, les nouvelles espagnoles, c'est vraiment un moment obligé des romans du XVIIe et du XVIIIe siècle. Peut-être que certains d'entre vous étudient le roman comique avec Monsieur Garrotté, et là aussi vous avez des nouvelles espagnoles insérées. Et ces nouvelles espagnoles, traditionnellement, ce sont des histoires parfaitement invraisemblables. C'est des histoires de rencontres amoureuses, de coïncidences, où un personnage tombe amoureux de la femme qui est en fait la sœur du frère de machin. Enfin, voilà, c'est vraiment des histoires parfaitement invraisemblables. Cependant, le sage, contrairement aux autres auteurs, le sage a introduit un élément de critique et se moque de cette invraisemblance des histoires. Et alors le moyen qu'utilise le sage pour cette raillerie, c'est qu'il introduit dans les histoires qui sont racontées par Asmodée des interruptions faites par Léandro, qui réagit aux histoires en disant « mais en fait ce point-là est invraisemblable ». Par exemple, Asmodée, à cet endroit, fut obligé d'interrompre son récit pour écouter l'écolier qui lui dit « Ce que vous me racontez est surprenant. Y a-t-il en effet des gens d'un si beau caractère ? Je ne vois dans le monde que des amis qui se brouillent. » Donc une sorte d'objection formulée par Léandro contre l'histoire du diable. Autre exemple, page 61. Don Cléophas, en cet endroit, interrompit le diable. « Seigneur Asmodée, lui dit-il, comment est-il possible que Don Pedro ne reconnût point la maison de son père ?» Donc comme ça, le personnage pointe des éléments invraisemblables dans les histoires racontées, ce qui est une manière de critiquer
ces histoires normalement prises pour argent comptant. Donc, pour conclure sur ce point, on peut dire que Le Sage introduit une critique du vraisemblable en dévoilant les rapports que cette notion entretient aux clichés et aux stéréotypes. Et à travers cette critique du vraisemblable, Le Sage se rapproche d'une narration qui serait moins improbable. Alors certes, on pourrait me dire, oui, mais le cadre fictif de la nouvelle, ce diable délivré par un écolier et qui va ôter les toits de Madrid, lui est particulièrement invraisemblable. Sauf qu'en fait, ce cadre fictif, il introduit paradoxalement une sorte de description réaliste de la société, puisque une fois que le diable s'est lancé dans son déchiffrement de Madrid, toutes les histoires vont correspondre à des vices réels et à des travers de la société du temps de Le Sage. Donc, chez Le Sage, il y a vraiment une instrumentalisation de tout ce qui est fictif, invraisemblable, merveilleux, au profit finalement d'une description réaliste des vices de la société. Pour conclure ce cours, j'ai eu enfin envie de vous parler de Mercier et de faire un écho à l'actualité. Je vous ai dit au début du cours, en citant Boileau, que le vrai n'était pas toujours vraisemblable. Cela signifie que certains événements réels peuvent être invraisemblables. Au XVIIIe siècle, c'est le cas de la Révolution française, mais on pourrait tout à fait dire que la situation actuelle est un bon exemple de cette invraisemblance. Si en septembre, je vous avais dit dans 6 mois, 3 milliards d'êtres humains vivront confinés chez eux, vous m'auriez pris pour un fou. Or, ce qui m'intéresse dans ces événements extraordinaires, c'est qu'ils entretiennent un rapport particulier avec la littérature. Et aujourd'hui, on pourrait élargir à toutes les formes de récits, cinéma, etc. En effet, d'un côté, on peut dire que la littérature et toutes ces formes de récits sont les seuls moyens qu'on a pour comprendre ces événements extraordinaires. Précisément parce que la littérature représentait avant qu'ils arrivent des phénomènes invraisemblables. Mais il me semble qu'il y a en fait un double rapport, puisque à l'inverse, l'invraisemblance du réel, le fait d'être confronté à des situations extraordinaires, modifie en retour l'idée de fiction. C'est cette idée que j'aimerais développer en prenant l'exemple de Louis-Sébastien Mercier, qui fut confronté à la Révolution française. De 1781 à 1789, Louis-Sébastien Mercier écrit en effet, comme je vous l'ai dit, son Tableau de Paris. Le Tableau de Paris, c'est une énorme description de la vie quotidienne de la capitale. Mercier s'intéresse à des phénomènes ordinaires, mais il essaye de les faire revoir, il essaye de faire revoir le cours ordinaire des choses, et pour cela, il va essayer de les décrire de manière surprenante. C'est ce qu'on peut qualifier de estrangement, avec un mot anglais. L'estrangement, c'est le procédé littéraire qui consiste à décrire des choses ordinaires comme des choses extraordinaires, de manière à les faire revoir, à renouveler la perception qu'on peut en avoir. Par exemple, dans un chapitre sur les ouvreuses de théâtre, ces femmes qui accompagnent les spectateurs jusqu'à leur place, Mercier écrit ceci: « Verrouiller 600 hommes, donc les spectateurs, sous la main de 3 femmes. Parquer ainsi dans un espace étroit des auditeurs payants, le vrai n'est pas toujours vraisemblable. » Donc là, qu'est-ce que fait Mercier? Il applique la maxime de Boileau, le vrai n'est pas toujours vraisemblable, à une situation parfaitement ordinaire, la représentation d'une pièce de théâtre. Mais en 1789, la Révolution française se déclenche et Mercier se retrouve confronté à de vrais événements exceptionnels. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il décide d'écrire la suite du Tableau de Paris, qu'il va intituler Le Nouveau Paris, et il va ainsi récupérer tous les procédés qu'il avait inventés pour décrire la vie quotidienne, en les appliquant cette fois-ci aux événements extraordinaires qui se déroulent durant la période. La littérature apparaît alors comme un moyen
de saisir les choses extraordinaires. Mercier décrit la Révolution ainsi: le chimérique, l'incroyable, se calculait alors comme des choses ordinaires et possibles. Dans des situations invraisemblables, telles que celles que l'on vit aujourd'hui, ou telles que celle à laquelle Mercier était confronté en 1789, la fiction devient alors paradoxalement un moyen de comprendre le réel. Mercier, pour décrire la Révolution, multiplie les comparaisons entre l'histoire et la littérature. Par exemple, les chefs révolutionnaires sont comme la femme de Macbeth, ils ne peuvent faire disparaître ni détourner la vue de ces taches de sang ineffaçables. Aujourd'hui, une fée a touché de sa baguette cette plaine stérile, le palais d'Armide s'y est élevé, ce qu'on a bâti tient de l'enchantement. On pourrait croire un jour que tout ce qui a été écrit n'est qu'un roman sépulcral à propos des événements de la Révolution. Ou enfin, un temps viendra où nous raconterons au coin du feu les merveilles dont nous sommes témoins, comme les Milles, c'est-à-dire les nourrices, racontent les voyages de Simbad le marin et l'histoire de la Belle au bois dormant. Et de même aujourd'hui, je crois qu'il y a une tendance à aller chercher des réponses à la situation dans des films catastrophes ou des choses comme ça. Tout ça pour vous dire que ces notions de vraisemblable, de paradoxe, doxa, ne sont pas que des problèmes littéraires, mais elles sont aussi des moyens d'appréhender le monde et le réel. Voilà, je vais conclure là ce cours à distance. J'espère que ça vous aura permis de vous remotiver un peu. Dites-moi s'il vous plaît si vous préférez ce format ou si vous voulez que je revienne au PDF. Vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail ou poster des messages sur Eprel. Et d'ici là, portez-vous bien.